Vous avez déjà certainement entendu parler des milliardaires qui se construisent des bunkers pour se protéger en cas de guerre, de révolte ou tout simplement du réchauffement climatique. Et c'est dans l'un de ces bunkers que je vous emmène, avec la lecture de ces extraits de Sous-sol, mon dernier roman, au moment où Nora, l'un des hommes les plus riches de la planète, se réfugie dans son abri avec sa famille. Mais ces ultra-riches ont besoin de personnel, d'un personnel nombreux. Comment cette micro-société va-t-elle vivre ce huis clos? C'est tout le sujet de ce roman. Maxime, le narrateur, vient d'être embauché pour passer 2 ans dans le bunker de Nora. En fait, je suis heureux de quitter Paris. L'ambiance y est morose. La plupart des cinémas sont fermés, les quelques bars et restaurants ouverts sont déserts, et des files d'attente se pressent devant les supermarchés aux rayons peu achalandés, devant lesquels des vigiles font régner l'ordre. Dans tous les parcs, sous le métro aérien et même sur certaines places, des villages de tentes, de baraques de carton et d'abris précaires ont poussé. La ville a intégré les bidonvilles. Après 12 heures de voyage, c'est la découverte de la ville souterraine dans laquelle Maxime va passer 2 années. Elle est séparée en deux par un immense mur. D'un côté le peuple, de l'autre les milliardaires. L'escalier débouche sur une large rue. De chaque côté de cette rue, il y a des maisons d'un étage sur plus de 100 mètres. Au bout, une grande place nous permet de mieux admirer le ciel. Cette voûte qui fait penser au ciel à s'y méprendre. Nous sommes en pleine nuit dans un décor de cinéma éclairé par des lampadaires. Au milieu de la place, il y a 4 barnums dans lesquels on nous fait rentrer un par un pour une fouille de nos affaires et une fouille corporelle. L'arrivée imminente du propriétaire des lieux met en ébullition une partie du personnel. En apportant les repas de midi sur la place, Maxime croise Félix, un copain pompier. Vivement que l'aménagement du château soit terminé, hein. J'en peux plus. Ils ont un majordome, il est terrible. Il n'est pas méticuleux, il est maniaque. Je pense qu'après l'arrivée de Nora, on aura moins de raisons de passer de leur côté, et moi je suis bien du côté du peuple, avec les gens normaux. Tu appelles ça le château, le côté Nora? Ben ouais, on appelle tous ça comme ça. Tu verrais le luxe dans lequel ils vont vivre, ça donne des idées de révolution. Après 4 mois sous terre, des tensions commencent à apparaître. Malgré le changement de température et l'évolution de ce faux ciel qui ne nous leurre plus, nous avons du mal à garder la notion du temps dans ce sous-sol. Nous perdons la faculté à situer les événements et à nous situer nous-mêmes par rapport au temps. Avec l'arrivée des beaux jours et la fausse lumière qui raccourcit les nuits, l'envie de respirer l'air du dehors commence à se répandre dans les rangs du personnel. Le 21 décembre, un des transformateurs du bunker tombe en panne. Il va falloir faire des économies d'électricité. La vie dans ce terrier va devenir de plus en plus difficile. Pour remonter le moral des troupes, on organise une fête pour le réveillon du 31 décembre. La fête se passe bien, mais ça n'est qu'une parenthèse dans la vie difficile du bunker. Le lendemain, chacun reprend son poste. Les électriciens ont laissé les guirlandes car elles consomment moins que les lampadaires. La fête passée, elles sont maintenant anachroniques dans ce décor où nous vivons dans la pénombre. Même la puissance du faux ciel a été baissée et la température est tombée à 18 degrés. La grogne commence à gagner dans les rangs du personnel. Ce sont les électriciens qui réagissent les premiers. Ils ont des revendications à faire valoir. Les demandes des électriciens sont rejetées. Une grève générale est décidée, Nora est amenée sur la place, il prend la parole. Nous sommes venus nous réfugier dans cet abri pour nous protéger d'une éventuelle guerre atomique. Mais c'est une toute autre calamité qui a frappé le monde. Cette nouvelle éruption solaire, dont le pic se situait autour du 15 décembre, a totalement ruiné la planète. Les bateaux de transport sont à l'ancre et le commerce international est à l'arrêt. Les avions sont cloués au sol. En un mois, le système financier mondial s'est écroulé. La holding Nora n'existe plus.
Il y a fort à parier que toutes nos propriétés aient été récupérées ou saccagées. Je suis ruiné. Je ne pourrai donc pas honorer vos salaires. » Gaston, le responsable du service d'ordre, finit par trahir Nora. Malo, en colère, les larmes aux yeux, s'adresse à Nora. « Tu ne sortiras pas vivant d'ici si nous ne sommes pas payés. »« Mais je vous l'ai dit, je n'ai plus rien. En un mois, le modèle financier libéral s'est effondré. L'Empire Nora n'existe plus, je suis ruiné. Gaston, dites-leur ce que vous avez vu dehors. » « Je leur ai dit ce que j'ai vu dehors, monsieur. Oui, en un mois, le modèle financier libéral s'est effondré. Oui, vous êtes ruiné. Mais vous avez oublié de parler de la réserve en dollars que vous avez dans votre coffre. Traître, j'aurais pu faire de toi un homme riche. Je ne fais pas partie de votre monde. Vous me l'avez suffisamment fait sentir depuis 10 ans que je suis à votre service. Maxime, le personnage principal de ce récit, est chef cuisinier. Vous trouverez en fin de ce roman le détail de ses recettes. Alors bon appétit et bonne lecture.